Je souhaite ouvrir cet après-midi avec Anaïs Voigilis, Manager Operation Excellence chez June Partners. Anaïs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Donc, post-crise, comment promouvoir une industrie française durable? Je crois que c'est des sujets sur lesquels vous avez pas mal travaillé. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques insights? Oui, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet qui est très vaste et très complexe. La première chose, je crois, qu'il est important de rappeler, c'est de dire que la transition écologique ou la reconstruction écologique, on l'appelle comme on veut, elle ne se fera pas sans les industriels. Pendant trop longtemps, on a opposé industrie et environnement. C'était pas totalement faux, puisque l'industrie était destructrice de certaines ressources naturelles, qu'elle a une empreinte sur le sol énorme, mais en même temps, on ne trouvera pas de solution aux grands défis du XXIe siècle sans y associer les industriels, à la fois sur les produits, les procédés, la manière de distribuer, etc., etc. Très bien. Quelle transformation faut-il opérer pour aller vers une industrie durable ? Alors, il y a plein de choses à faire parce que quand on dit industrie durable, ça touche à la fois les usines, les unités de production, mais ça touche aussi la manière de distribuer, la manière de consommer. Et en fait, le débat est très vaste. Et l'une des premières choses, je pense, sur lesquelles il faut agir, c'est de sortir d'un raisonnement assez centré sur un problème. On veut résoudre un problème qui va être la qualité de l'air, qui va être les consommations d'énergie. Il faut aller au-delà et raisonner en cycle de vie du produit et à tous les impacts environnementaux sur une chaîne sur la durée de vie du produit, à la fois les consommations de matières premières, mais aussi comment on recycle ce produit, comment on réduit son impact environnemental, comment on intègre par exemple des matières recyclées dès la conception, etc. Et si on va plus loin, c'est aussi une remise en question des modes de consommation qui vont amener à repenser la manière dont l'entreprise vend. Et ce qui peut avoir des aspects assez conséquents sur des questions de pouvoir d'achat si on pousse la logique jusqu'au bout. Bien sûr. Et justement, autour du pouvoir d'achat, c'est aussi la notion de répartition de la valeur. Une industrie durable sous-entend-elle le maintien des mêmes mécanismes de répartition de valeur par rapport à ce qu'on a connu? Alors, c'est un des grands débats, notamment en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de relocalisation. Et quand on parle de relocalisation, tout le monde dit, mais attention, relocaliser, ça va coûter plus cher en France. Et donc, mécaniquement, les gens, en termes de pouvoir d'achat, ne vont pas pouvoir forcément s'offrir ces produits. Et donc, je crois qu'il y a en effet une question à poser sur les mécanismes de répartition de la valeur. C'est-à-dire qu'à un moment, chacun consent à un effort parce qu'on agit dans un intérêt général et dans un intérêt collectif. Et puis, il y a aussi un questionnement du rôle des entreprises dans cette transformation, cette transition écologique. On a tendance à penser que les entreprises répondent uniquement à des mécanismes de rentabilité. Elles peuvent aussi agir en faveur de l'intérêt général. Je sais que maintenant, il y a le principe d'entreprise à mission, mais je crois qu'il faut aller au-delà avec vraiment cette notion de quel rôle les entreprises peuvent jouer pour réussir cette transition qui est encore une fois d'ampleur. La transition vers une industrie durable est-elle la seule responsabilité des industriels? J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on pourrait dérouler, on a un peu le temps. Oui, alors bien entendu, la transition vers une industrie durable, c'est pas uniquement la responsabilité des industriels, c'est une responsabilité collective. C'est à la fois les pouvoirs publics dans les incitations qu'ils peuvent mettre en place. Donc on l'a vu à travers le plan de relance et tous les sujets de décarbonation de l'industrie. C'est un premier pan. Le deuxième pan, c'est aussi les consommateurs qui, à un moment, ont la capacité par leur choix individuel, de favoriser des schémas plus vertueux en termes de production, en termes de distribution, mais par l'environnement, on peut aussi intégrer des questions sociales là-dedans, on peut mettre beaucoup de sujets. Et bien entendu, les industriels, comme je le disais avant, ont aussi un rôle clé. Alors, c'est vrai qu'on associe parfois difficilement la ville et l'industrie. Et c'est vrai que dans une logique d'employabilité, il est important de maintenir ce lien entre ville et industrie pour faire en sorte que les métiers de l'industrie attirent les jeunes. Il y a eu d'ailleurs, il y a 2 ans, l'industrie du futur, l'usine extraordinaire, au Grand Palais. Comment on peut améliorer quelque part l'attractivité et du coup l'employabilité du secteur industriel? Alors c'est un très vaste débat parce qu'en fait le secteur industriel souffre d'une double peine. À la fois, c'est un secteur qui n'attire pas parce qu'il a été très fortement dénigré au cours de ces 30 ou 40 dernières années avec l'idée que l'industrie, c'est sale, has-been, etc. Et souvent, les usines sont dans des territoires qui eux-mêmes souffrent d'un déficit d'attractivité puisque la majorité des sites de production sont quand même
à proximité de villes petites ou moyennes. Donc le défi, c'est comment est-ce que j'attire, parce que vous avez parlé cet après-midi d'Industrie 4.0, et qui dit Industrie 4.0 dit aussi nouvelles compétences. Donc comment est-ce que j'attire ces compétences qui sont plutôt dans les métropoles vers mes sites industriels, donc comment je crée un storytelling autour de l'industrie pour la rendre sexy et désirable. Mais il y a aussi tout un sujet de comment est-ce que j'attire des gens vers les métiers traditionnels de l'industrie qui aujourd'hui souffrent d'un déficit d'attractivité, des métiers de chaudronnier, soudeur, etc. Parce qu'on imagine ça comme des métiers assez du passé, alors que au contraire, l'industrie, c'est un secteur où les gens peuvent gagner mieux leur vie que dans des métiers du service classique. Alors, par rapport à tous ces conseils et toutes ces analyses, quels sont les bons élèves en Europe sur ces sujets ou dans le monde? Est-ce qu'il y a des pays que vous suivez et qui ont quelque part mis en place un renouveau, une régénération du secteur industriel? Il y a plein de pays qui sont intéressants à suivre, ça dépend quel facteur on regarde. L'Allemagne, bien entendu, en Europe, avec sa stratégie Industrie 4.0, et là où l'Allemagne est intéressante, c'est qu'elle se conçoit comme un pays site de production, qu'elle a toujours mis l'industrie au cœur de sa stratégie nationale et d'en faire un rôle au service des représentations qu'on peut avoir de l'Allemagne et de sa puissance. Mais il y a d'autres pays qui sont très intéressants. On a la Corée du Sud, qui a aussi tout un programme en faveur de l'automatisation, de la digitalisation des usines, mais qui a aussi une stratégie de plan, parce qu'on a un grand moment où on reparle de remettre un grand plan en France, mais on n'a finalement pas de vision stratégique, alors que la Corée du Sud en a un. Et un autre pays qui, moi, je trouve, est un exemple, alors pas sur le plan des droits humains et des libertés publiques, mais c'est la Chine. Très bien. Parce que la Chine a une vision systémique des problèmes. Quand elle pense au sujet du véhicule électrique, elle réfléchit à la fois à comment résoudre un problème environnemental et de pollution. Elle se dote des moyens de diffuser, de créer un marché en faveur du véhicule électrique. Donc c'est tout ce qui va être bornes de recharge, etc., etc. Et elle se dote d'une stratégie d'approvisionnement sur les matières premières stratégiques. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. On réfléchit sur nos schémas de souveraineté et comment on peut redevenir souverain, mais on ne réfléchit pas sur l'ensemble d'une chaîne de valeur. Donc finalement, on ne fait que parfois décaler le point de dépendance. Pour être souverain, parce que vous êtes capable de produire certaines choses en France, en tout cas de les assembler, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez les approvisionnements. Et la Chine a une stratégie très dure là-dessus. Il y a un soft power chinois qu'on a tendance à sous-estimer, et qui est un cas intéressant. Tout n'est pas à prendre, mais en tout cas, il faut observer la Chine et sa stratégie industrielle. Il nous reste 2 minutes. On voit l'année 2021, c'est, on l'espère pour tous, l'année de la relance économique. Dans ce contexte, quelle pourrait être la priorité et on les aura tout à l'heure, on aura des acteurs, on aura le vice-président du METI qui interviendra, donc il y a tout le sujet des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et donc c'était un peu aussi l'idée pour conclure de dire oui, on parle, il y a des grands groupes industriels bien sûr, mais il y a aussi tout ce tissu industriel, quelle serait pour eux un peu la priorité, parce que j'imagine qu'ils ont encore plus souffert que les grands groupes pendant cette période. Alors, la question de souffrir face au Covid, elle se regarde, d'un secteur à l'autre et même au sein d'un secteur parce qu'il y a des grandes divergences. La priorité, malheureusement, et elle pourrait contredire ce débat, ça va être de préserver le tissu productif existant et de regagner en business. Et je pense qu'il y a un des enjeux, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire de tous ces enjeux environnementaux un levier de création de valeur et développer des modèles économiques autour de cela, parce qu'on sait que les entreprises qui ne prendront pas ce tournant sont vouées à disparaître. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous souhaite une bonne après-midi.